Amis Ludomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Mindbug, un jeu de Scafelias, Richard Garfield, Marvin Hagen et Kristen Coudal, illustré par Denis Martinez et édité par Yellow pour 2 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 20 à 25 minutes. Dans Mindbug, vous invoquez des créatures hybrides et les envoyez au combat contre les créatures de votre adversaire. Mais faites attention, lorsque vous invoquez une créature, votre adversaire peut utiliser l'un de ces Mindbugs pour en prendre le contrôle. Déjouez votre adversaire lors d'un duel tactique fascinant dans lequel avoir les meilleures cartes et les jouer au mauvais moment peut s'avérer fatal. Une boîte de Mindbug contient 48 cartes créatures que vous voyez là. Vous avez 16 créatures en 2 exemplaires et 16 créatures uniques, ce qui fait 32 créatures différentes dans la boîte. Vous avez 2 cartes Mindbug et un compteur de santé par joueur. Ça nous fait donc 52 cartes en tout au format 63 par 88. C'est de la taille standard. Vous allez trouver très facilement des protège-cartes pour cette taille de cartes. Pour la mise en place, c'est très simple. Chaque joueur place devant lui ses 2 cartes Mindbug face visible et son compteur de santé correspondant sur la valeur 3 points de vie. Les cartes créatures sont mélangées et on en distribue 10 face cachée à chaque joueur. Cela constitue la pioche de chacun. Chacun pioche alors 5 cartes pour constituer sa main de départ. Les joueurs révèlent ensuite une carte au hasard parmi celles inutilisées. Le joueur ayant révélé la carte de plus forte puissance, ici moi j'ai 8 contre 5 pour mon adversaire, devient le premier joueur. En cas de valeur identique, on révèle de nouveau 2 cartes jusqu'à obtenir des valeurs différentes. Le tour de jeu, on ne peut plus simple également, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur. À votre tour, vous avez 2 possibilités. Vous jouez une carte de votre main, comme ceci par exemple, ou vous attaquez avec une seule créature, je choisis cette créature, j'attaque. La partie se termine dès qu'un joueur voit ses points de vie réduits à 0, ou si un joueur ne peut ni jouer une carte, ni attaquer quand vient son tour. Dans ces 2 cas, ce joueur a perdu la partie. Premier concept du jeu, votre main de cartes, donc les cartes que vous avez là au départ et que vous aurez tout au long de la partie, qui seront visibles que par vous, votre main de cartes. Dès que votre main est en dessous de 5 cartes, vous piochez immédiatement pour la compléter à 5. Là, je venais de jouer une créature, je dois normalement piocher pour compléter ma main à 5. Cela peut se produire donc quand vous jouez une carte, comme je viens de le faire, ou quand vous en défaussez une, donc quand on vous demande ou quand vous devez prendre une carte de votre main pour la mettre dans la défausse que vous allez mettre à côté de votre pioche. À ce moment-là, vous allez automatiquement devoir repiocher pour compléter. Donc ça peut arriver à votre tour ou ça peut arriver pendant le tour de votre adversaire. Dans tous les cas, vous devez immédiatement compléter votre main avant tout autre effet. Bien entendu, si votre pioche est vide, vous ne pourrez plus piocher, car dans ce jeu, votre défausse ne sera pas remélangée pour former une nouvelle pioche. Par contre, sachez qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Il y a aussi des effets sur les cartes, et quand un effet d'une carte doit être résolu, vous devez le réaliser dans la mesure du possible. Par exemple, si on me demande de défausser 2 cartes de ma main et que dans ma main je n'ai plus qu'une seule carte, je vais réaliser l'effet dans la limite du possible, je vais défausser la seule carte que j'ai dans la main, même si j'en ai pas 2 à défausser, je défausse quand même. Autre chose, si 2 effets sont à réaliser simultanément, à ce moment-là, c'est au joueur actif de décider dans quel ordre ils sont résolus, si jamais cela a de l'importance. Enfin, quand je dis 2 effets, il peut y avoir encore plus d'effets simultanés. Quand il y a des effets simultanés, si ça a de l'importance, le joueur actif décide dans quel ordre il se déclenche. Vous l'avez déjà vu et vous l'avez compris, jouer une carte, c'est poser une carte venant de votre main, face visible, devant vous dans votre zone de jeu. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous devez immédiatement compléter votre main si possible. Votre adversaire se voit alors offrir le choix de dépenser ou pas l'un de ces Mindbugs. Ce sont les petites bestioles extraterrestres qui sont là, les cartes que vous avez. Moi j'en ai 2 ici et mon adversaire en a 2 ici de Mindbug. Donc votre adversaire se voit offrir le choix de dépenser ou pas l'un de ces Mindbugs pour prendre le contrôle de cette créature. C'est un choix à faire immédiatement, parce que par la suite, il ne sera plus possible d'utiliser un Mindbug sur une créature qui est déjà en jeu.
S'il ne veut pas ou ne peut pas dépenser de Mindbug, la carte est considérée comme jouée normalement dans votre zone de jeu et vous pouvez appliquer ces éventuels effets. Par contre, si votre adversaire utilise un Mindbug, il le retourne déjà face cachée, donc voilà un Mindbug d'utiliser par mon adversaire. Et il joue immédiatement la carte que vous veniez de poser dans sa propre zone de jeu. Hop, elle repart, elle s'en va, c'est mon adversaire qui prend la carte en appliquant du coup les effets éventuels de cette carte. Et du coup, c'est pas vous qui les appliquez, mais bien lui, comme s'il venait de la jouer. Alors, sachez que vous ne pouvez pas utiliser de Mindbug sur une carte qui rentre en jeu autrement que par l'action jouer une carte que je viens de vous expliquer. Si la carte rentre en jeu par un autre effet, il n'y a pas de Mindbug possible. De plus, vous ne pouvez pas utiliser un Mindbug sur une carte qui vient d'être elle-même contrôlée par un Mindbug. Donc là, mon adversaire vient d'utiliser pour cette carte son Mindbug. Je ne peux pas dire, ah bah non, moi j'en refais un aussi, je la reprends. Non, une carte qui a eu un Mindbug utilisé sur elle, c'est fini, on ne peut pas le refaire dans l'autre sens. Vous l'avez compris, quand vos deux cartes Mindbug, comme là par exemple, seront retournées, vous ne pourrez plus prendre le contrôle d'une créature adverse arrivant en jeu lors de cette partie. Si votre adversaire a utilisé un Mindbug, donc, une fois les effets résolus, c'est de nouveau à vous de jouer, parce qu'il vient un petit peu de vous piquer votre tour quand même. Donc c'est comme ça que cela va fonctionner. Je vous parle d'effets de cartes depuis tout à l'heure, il est temps de vous en dire plus. Il y a 4 types de capacités dans le jeu. La première, c'est la capacité jouer. C'est un effet qui s'applique lorsque la carte est mise en jeu, que la carte vienne de votre main, d'une défausse quelconque ou d'ailleurs. Si votre adversaire prend le contrôle d'une créature possédant une telle capacité à l'aide d'un Mindbug, c'est bien entendu lui qui bénéficie de l'effet jouer et pas vous. Par exemple, avec le Furet Saboteur, vous avez un effet joué qui dit votre adversaire se défausse de 2 cartes. Je joue un Furet Saboteur, au moment où il arrive en jeu, mon adversaire va devoir se défausser de 2 cartes. Se défausser de cartes, c'est prendre des cartes de sa main pour les faire rejoindre la défausse. Bien entendu, si mon adversaire utilise un Mindbug sur mon Furet et il le prend dans sa zone de jeu, c'est moi qui vais devoir me défausser de 2 cartes de ma main. Autre exemple, la Neuromouche, effet joué. Prenez le contrôle d'une créature de puissance 6 ou plus au moment où je la pose en jeu. Si mon adversaire a une créature de ce type, la puissance des créatures, je vous le rappelle, c'est en haut à gauche ici, donc une créature de puissance 6 ou plus, je vais pouvoir en prendre le contrôle et la ramener dans ma zone de jeu. Alors attention, quand je fais cela, si la créature dont je prends le contrôle a un effet joué, à aucun moment je n'applique cet effet, parce que cet effet joué aura été appliqué précédemment, et la carte que je récupère dont je prends le contrôle dans ma zone, je ne viens pas de la jouer, elle ne vient pas d'être jouée. Évidemment, là aussi, si mon adversaire décide de me faire un Mindbug sur ma Neuromouche, c'est lui qui va potentiellement pouvoir prendre le contrôle d'une de mes créatures. Il existe des capacités permanentes qui sont actives tant que la carte est en jeu et que les éventuelles conditions s'appliquent. Par exemple, pour le Scarabouclier, les autres créatures alliées gagnent +1 de puissance. Ça me permet de vous dire que les créatures alliées sont les créatures que vous possédez dans votre zone de jeu et que les créatures ennemies sont celles que votre adversaire possède dans sa zone de jeu. Et il y a par exemple également des créatures comme ça, comme le requin, crabe, chien, momie, pieuvre, qui va gagner des mots-clés tant qu'une créature ennemie a le mot-clé en question sur elle. Vous comprenez bien que potentiellement, il a entre 0 et 4 mots-clés selon quelle créature possède mon adversaire, et que donc à tout moment, ça peut s'ajuster. Si une créature disparaît, il peut perdre le mot-clé. Si une créature apparaît, il peut gagner de nouveau le mot-clé. Je reviendrai sur le principe de mot-clé après, mais c'est pour vous montrer une capacité permanente qui est conditionnelle sur quelque chose qui peut se passer dans le jeu. Les 2 autres types de capacités sont liés à la phase d'attaque. Je vous rappelle qu'à votre tour, vous avez le choix entre jouer une carte ou attaquer avec une seule créature. Quand vous attaquez, vous choisissez l'une de vos créatures pour réaliser votre attaque. Par exemple, je vais choisir mon Rhinotortue pour attaquer. Votre adversaire va décider de bloquer votre attaque ou non. S'il ne la bloque pas, il perd un point de vie. Donc là, si mon adversaire décide de ne pas bloquer avec ses oursins hurleurs, il va prendre tout simplement son compteur et il va descendre il va perdre un point de vie. Voilà,
Premier exemple, ou alors s'il la bloque, il doit désigner une créature de sa zone de jeu pour bloquer l'attaque. S'il en a plusieurs, il désigne, s'il n'en a pas plusieurs, bon, de toute façon, ça sera forcément la seule qu'il a dans mon exemple. Dans ce cas-là, on compare la puissance des créatures en haut à gauche. Donc supposément, j'attaque avec mon rhino-tortue, il décide de bloquer avec ses oursins hurleurs, donc j'ai 8 de puissance, il a 5 de puissance. La créature avec la plus faible puissance est détruite et rejoint tout simplement la défausse. Bien entendu, en cas d'égalité, les deux créatures sont détruites. Il existe une capacité attaque qui s'applique lorsque la créature est désignée pour attaquer avant que l'adversaire ne décide de bloquer ou non. Ici, pour mon requin toutou, j'ai une capacité attaque qui dit détruisez une créature ennemie de puissance 6 ou plus. Supposons que je décide d'attaquer avec mon requin toutou avant de résoudre l'attaque, c'est-à-dire avant de comparer les forces si mon adversaire décidait de bloquer avec son hydre-escargot par exemple, je vais d'abord réaliser ma capacité d'attaque qui dit détruisez une créature ennemie de puissance 6 ou plus. Et donc dans ce cas de figure, l'hydre-escargot serait détruit et rejoindrait la défausse. Vous noterez que l'hydre-escargot avait une capacité attaque, lui, il ne peut pas l'utiliser à ce moment-là parce qu'il est en défense, il n'est pas le joueur actif, c'est moi qui attaque, donc cette capacité n'a aucune importance. Et dans ce cas de figure, même s'il contrôle moins de créatures que moi, puisque j'en ai 2 et qu'il n'en a qu'une, cet effet ne se faisant pas car il est en défense, l'effet du requin toutou ayant lieu, sa carte est défaussée. Et comme ça se fait avant de résoudre l'attaque n'a pas encore été résolue, et là potentiellement il n'a plus de créatures pour bloquer, donc il va perdre un point de vie. Voilà comment fonctionne une capacité attaque, elle s'applique au moment de la désignation pour l'attaque de la créature, avant que l'attaque soit résolue. Dernière capacité, c'est la capacité détruit. Elle fonctionne dès que la créature qui la possède est détruite, c'est-à-dire quand elle est retirée de votre zone de jeu pour rejoindre votre défausse. Là, à côté, je n'en ai pas tout de suite, mais voilà, à ce moment-là, elle est détruite. Et ça peut arriver lors d'un combat ou suite à l'effet d'une carte. Donc par exemple, si j'ai un baril étrange et que je décide d'attaquer mon adversaire et qu'il décide de bloquer avec son crapaud-bombe, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a tous les deux un effet détruit. Alors la première chose, c'est que j'ai 6 et il a 5. Donc lui va être détruit et moi non. Donc lui va pouvoir appliquer son effet détruit au moment où il rejoint la défausse, l'effet détruit du crapaud-bombe, détruisez une créature. Donc il part dans la défausse et il réalise son effet détruit. Eh bien, il va me détruire qui? Mon baril étrange, tant qu'à faire. Il me détruit mon baril étrange, du coup mon baril étrange est détruit. Il va pouvoir faire son effet, voler 2 cartes au hasard de la main de votre adversaire. Donc ça me permet de vous expliquer le vol. Voler des cartes dans la main de votre adversaire, c'est prendre au hasard le nombre de cartes indiquées dans la main de votre adversaire et les mettre dans votre propre main. À tout cela se rajoutent les mots-clés dont je vous parlais un peu plus tôt. Ils sont écrits en majuscules et en gras au-dessus des capacités, comme ici vous voyez marqué Fury. Il en existe 5, tous liés à la résolution des attaques. Justement, le premier mot-clé, vous l'avez vu, c'est Fury. Mon gladiator a ce mot-clé. Alors, que se passe-t-il avec Fury? C'est simple, avec Fury, vous allez faire une première attaque, et si votre créature est encore vivante, n'a pas rejoint la défausse suite à cette première attaque, vous pourrez faire une deuxième attaque. Imaginez que j'attaque ici avec mon gladiator, que mon adversaire décide de bloquer avec son Kangousaurus Rex, 9 contre 7, malheureusement pour lui, il part à la défausse. Et comme je suis encore vivant et que j'ai Fury, je réalise une deuxième attaque dans la foulée, et là, mon adversaire peut encore décider de bloquer avec son huissier éléphant, et là encore, 9 contre 8, malheureusement, il va rejoindre également la défausse. Voilà comment fonctionne Fury. Deuxième mot-clé, chasseur, que vous avez ici sur mon abeille tueuse. Tout simplement, vous allez, quand vous attaquez avec une créature qui possède le mot-clé chasseur, choisir qui bloque l'attaque. Vous pouvez même désigner une créature habituellement non éligible en temps normal pour bloquer votre attaque. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de choisir d'attaquer directement l'adversaire. Je peux par exemple attaquer avec mon abeille tueuse. En temps normal, mon adversaire aurait choisi avec qui bloquer et s'il bloquait. Donc potentiellement, il aurait bloqué avec un gorillon à 10 et mon abeille tueuse serait morte, détruite. Mais
comme j'ai chasseur, c'est moi qui choisis avec qui il doit bloquer, et donc je vais choisir d'être bloqué par le turbo moustique. Et malheureusement, le turbo moustique étant à 4, il va être détruit et rejoindre la défausse. Voilà comment fonctionne le mot-clé chasseur. Le troisième mot-clé, c'est venimeux, comme ici sur mon docteur Axolotl. Eh bien, venimeux, c'est très simple. En plus de la résolution normale du combat, la créature venimeuse détruit toujours la créature ennemie, même si elle a une puissance inférieure. Donc, je vais attaquer par exemple avec mon docteur. Mon adversaire va défendre avec sa girafaudile. Donc, automatiquement, mon docteur va être détruit. Mais, comme il est venimeux, en plus de la résolution du combat, il détruit de par le fait automatiquement la créature avec qui il a combattu. Donc là, la girafaudile va être détruite aussi. Et on va tous les deux mettre nos créatures dans nos défauses respectives. Il existe également furtif que vous voyez là, comme mon tigre écureuil. Alors une créature furtive ne peut être bloquée que par une autre créature furtive également. Donc, dans ce cas de figure, mon adversaire a une très belle sirène mystérieuse à 7, mais il n'a que cela. Et si j'attaque avec mon tigre écureuil, étant furtif, et la sirène ne l'étant pas, il ne pourra pas me bloquer, et donc il sera obligé de perdre un point de vie. Dernier mot-clé, coriace. Et là, je me suis amusé puisque mon pilleur de tombe est coriace, mais le pachypoulpe de mon adversaire est coriace également. Si une créature doit être détruite et qu'elle est coriace et qu'elle n'est pas encore inclinée, elle est inclinée à la place d'être détruite. Cela fonctionne en combat, mais cela fonctionne aussi sur un effet de carte. Si un effet de carte dit qu'une créature doit être détruite et qu'elle est coriace, elle sera inclinée, si elle n'est pas encore inclinée, à la place d'être détruite. Voilà comment cela fonctionne. Donc si par exemple on s'attaque, j'attaque avec mon pilleur de tombe, et que mon adversaire décide de bloquer avec son pachypoulpe, on est à 7-7, normalement on aurait dû tous les deux être détruits. Mais comme je suis coriace, je vais tourner ma carte et je ne serai pas détruit. Mais comme il est coriace, il va tourner sa carte et il ne sera pas détruit non plus. C'est un peu le choc des titans. Et je vais exagérer, si au tour d'après, c'est lui qui décide de m'attaquer avec son pachypoulpe et que c'est encore moi qui décide de défendre avec mon pierre de tombe, cette fois, on a beau être coriace, comme on est déjà incliné, on va tous les deux, en étant à 7-7, on va tous les deux rejoindre, être détruits et rejoindre la défausse. Voilà comment ça va fonctionner. Et évidemment, c'est un peu de la même manière si on est comme ça et que y a un crapaud-bombe en face, comme il y avait tout à l'heure, à 5, et que ce crapaud-bombe, en étant détruit, peut détruire une autre créature et vise mon pilleur de tombe. Vous voyez que je peux, hop, il est coriace, il fait comme ça, il n'est pas encore mort. Donc voilà comment ça va fonctionner. Coriace, il va falloir 2 coups, que ce soit en combat ou que ce soit suite à un effet de carte, pour arriver à détruire la créature et lui faire rejoindre la défausse. Sachez qu'il existe une variante 4 joueurs. Cette variante se joue idéalement avec 2 boîtes de base mélangées ensemble. Les joueurs jouent en équipe de 2 et s'assoient en diagonale de leur partenaire de manière à avoir leurs 2 adversaires à leur gauche et à leur droite. Chaque équipe partage un compteur de santé toujours fixé à 3 points de vie. Chaque joueur commence comme dans le jeu de joueurs avec 10 cartes et donc 2 Mindbug, un seul, ainsi comme moi vous ne jouez qu'avec une seule boîte de base, mais sinon c'est 2 Mindbug, et sa propre zone de jeu et sa propre défausse. On joue en sens horaire, chacun son tour en partant du premier joueur. Donc si je joue, après mon adversaire joue, mon coéquipier, mon autre adversaire, ça revient à moi. On va jouer comme ça. Quand on joue une carte, chaque joueur choisit s'il veut utiliser un Mindbug en sens horaire. Donc si moi je joue une carte de ma main au centre de la table en tant que ce joueur, mon premier adversaire va décider s'il veut utiliser un Mindbug, puis mon équipier peut aussi faire un Mindbug sur ma propre carte. Ensuite, mon deuxième adversaire, et si aucun des 3 n'a choisi d'utiliser un Mindbug, à ce moment-là, la carte est considérée comme jouée. Si un des 3 a utilisé un Mindbug, je rejoue comme d'habitude. Lors d'une attaque, les adversaires choisissent s'ils bloquent l'attaque en sens horaire également. Donc si moi j'attaque avec ce joueur, cet adversaire va choisir s'il bloque avec une de ses créatures. S'il décide de ne pas bloquer, on va passer à cet adversaire-là qui va choisir aussi s'il bloque avec une de ses créatures. Et si de nouveau il décide de ne pas bloquer, à ce moment-là, ils perdent collectivement
un point de vie de leur réserve. Sinon, le joueur qui bloque, on résout les choses comme d'habitude. Alors, les créatures alliées, ce ne sont que les vôtres, celles qui seront dans votre zone de jeu et pas celles de votre coéquipier. Par contre, les créatures ennemies seront celles de vos deux adversaires, pour le coup. Pour les capacités jouer, attaque et détruit, quand l'effet s'active et parle de votre adversaire, vous en choisissez un des deux seulement. Donc par exemple, si je fais une attaque avec un huissier éléphant qui me dit que mon adversaire se défausse d'une carte, je vais choisir cet adversaire ou cet adversaire pour qu'il se défausse d'une carte, mais pas les deux. Et pour les capacités permanentes, vos deux adversaires sont concernés. Donc par exemple, si j'ai un Pachypoulpe avec une capacité permanente qui me dit que mon adversaire ne peut pas bloquer avec des créatures de puissance 4 ou moins, c'est le cas de cet adversaire comme le cas de celui-ci. Du coup, voilà pour la variante 4 joueurs que je vous avoue ne pas encore avoir testé, mais qui m'a l'air très intéressante et qui permet au jeu d'évoluer de 2 à 4 joueurs. Il me reste à vous donner mon avis sur Mindbug. Alors première chose que j'ai beaucoup aimé dans Mindbug, c'est le système de mise en place ultra rapide qui ne nécessite pas de construction de deck et qui donne des parties différentes et surprenantes à chaque fois. Et ça, vraiment, c'est très bien pensé. Vous n'avez pas besoin de connaître les cartes du jeu, vous avez simplement à mélanger, à distribuer, et ça vous donne automatiquement un deck différent à chaque fois, mais le jeu est tellement bien fait que tous les decks fonctionnent de toute façon très bien entre eux, il n'y a aucune construction nécessaire, et ça, pour un jeu de cette profondeur-là, c'est absolument génial. L'autre chose, et ça c'est le cœur du jeu, c'est l'idée des Mindbug, tout simplement, pour prendre le contrôle des créatures qui sont jouées par l'adversaire. Ça, bon, c'est le cœur du jeu, c'est la mécanique on va dire, qui fait la différence pour le jeu, cette histoire, parce qu'en fait, tout simplement, au niveau des Mindbug, vous comprenez que c'est du bluff, du guessing, du double guessing. Moi, je vais jouer une super carte très tôt dans la partie. Vous allez vous demander si je joue cette carte pour vous appâter, pour que je vous fasse utiliser un de vos Mindbug, ou si réellement c'est une carte qu'il faut prendre, parce que derrière, il n'y aura peut-être pas mieux. Et donc, c'est tout à fait ça, en fait, l'idée. C'est, tiens, je joue une carte, est-ce que tu as envie de faire un Mindbug dessus? L'hésitation, la carte a l'air bonne, peut-être qu'il a mieux derrière, peut-être qu'il n'a pas mieux et qu'il tente le tout pour le tout, justement en espérant que je la contrôle pas, en ayant peur qu'il y ait mieux derrière. Et puis contrôler aussi très tôt dans la partie un premier Mindbug, il ne nous en reste plus qu'un seul, et dès qu'on utilise le deuxième, on sait qu'on est à la merci de tout ce qui peut tomber chez notre adversaire sans plus pouvoir contrôler ce qui va jouer comme créature. Voilà, tout ce côté-là, c'est absolument génial. Donc c'est du bluff, des fois je joue une carte pour appâter, des fois en fait cette carte-là j'espère absolument la garder, mais ça mon adversaire ne le sait pas, et chacun prend ses décisions, et c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Et évidemment avec le système de construction qui n'est pas un système de construction mais un système de hasard, on ne peut pas imaginer non plus ce que l'adversaire va avoir dans son deck, et donc il faut prendre des décisions au coup par coup et à chaque partie différente par rapport à votre adversaire, donc ça c'est top. On rajoute à ça les différents effets et capacités des créatures qui permettent de nombreuses stratégies et de nombreuses combinaisons. Vous avez vu tout ce que je vous ai expliqué en termes de mots-clés, en termes de capacité de créature. Quand on mixe tout ça ensemble, on va pouvoir faire des combinaisons les unes avec les autres, on va pouvoir faire des enchaînements, des fois on pourra mettre plusieurs cartes en jeu d'un coup, récupérer tout un tas de cartes, faire pas mal d'effets dévastateurs. Voilà, quand on arrive comme ça à créer des combinaisons et à faire des choses sympas, c'est vraiment très agréable aussi. Le fait qu'il y ait cette variabilité, ce nombre de capacités, ce nombre de mots-clés, fait qu'on va devoir s'adapter encore une fois à son propre deck, au deck de l'adversaire et aux coups qui sont donnés et portés, voilà, tout au long de la partie. Donc ça c'est très très bien. En termes plus pragmatiques, on a, je vais vous montrer, je vous le remontre, le format de la boîte. On a une toute petite boîte, voilà, ça tient dans la main, donc c'est super pratique pour ranger, pour transporter, ça c'est le top. En plus, on le sait, il y a une extension confirmée en français qui va arriver, et puis je vous le montre, qui va rentrer dans la boîte de base, dans laquelle d'ailleurs, vous allez le voir, les cartes protégées rentrent également. Voilà, moi j'ai mes cartes protégées, elles sont là, elles rentrent intégralement dans la boîte. Là, je pourrais même mettre, je pense sans souci, vous voyez, par-dessus les compteurs de santé. Les cartes qui vont arriver, on peut les mettre à côté. Donc ça veut dire que quand l'extension va arriver, on peut rester avec une toute petite boîte
et toujours pouvoir transporter tout ça. Cette toute petite boîte, son autre point fort, c'est le prix. Voilà, hein, donc vous verrez entre 16 et 18 euros selon où vous l'achetez, mais dans tous les cas, voilà, ça donne un petit prix pour une petite boîte, donc c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est difficile parce que moi je pense que je suis le bon public pour ça, pour ce type de jeu-là. Si vous aimez ce genre de jeu d'affrontement et puis de pouvoir, de capacité, un petit peu de bluff, etc., à mon avis, vous êtes dans le haut du panier pour ce type de jeu. Si vous n'aimez pas, ça m'étonnerait que vous soyez encore là à m'écouter déblatérer sur tout ça. Mais à la limite, on peut lui reprocher que c'est du 2 joueurs seulement, même si vous l'avez vu, ce n'est pas dans les règles qui sont dans la boîte, mais j'ai vu ça sur internet, il y a une variante 4 joueurs qui est proposée, qui reste expérimentale et pour laquelle il est conseillé d'avoir 2 boîtes pour jouer. Voilà, je pense que je vous en ai beaucoup dit sur ce Mindbug, pour savoir si le jeu est fait pour vous et pour que vous ayez mon avis. Moi, j'ai très fortement apprécié ce jeu, je suis très content de ma découverte et je ne saurais que trop vous le conseiller. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.